Cette journée, on a parlé un peu des films, de nos productions, d'un point de vue production-distribution, un peu de point de vue du produit final et de la conception du produit aussi. Mais là, je suis là pour vous parler du processus de fabrication, vraiment des cliquetis sur le clavier qui résultent en pixels à la fin et qui font les films. Donc, je me présente, je suis Mario Awat. Euh, je suis superviseur chez Autour de Minuit, Autour de Volcan. Et je suis absolument pas biaisé vers Blender. Pour info, ça c'est ma photo avec le fondateur de Blender. Mais je suis très objectif. Ok, c'est ça. Et donc ça c'est notre studio et notre équipe illustrée par une membre de notre équipe de graphistes aussi parce que vous en doutez, mais pour faire les films qu'on fait, en général, l'ambiance aussi, elle est assez cool dans le studio et assez spéciale. Et donc, on va passer les prochaines 40 minutes en train de décortiquer la pipe. Non, je plaisante, on va regarder des belles images. Montage par Mario Awet. Ok. Non, c'est bon, on a déjà vu ça. Ok, donc ça, c'était un peu tous les projets que vous aviez vus, c'était fait sous Blender, si pas à 100%, à 90%. Et donc, pourquoi Blender? C'est quoi l'avantage Blender? Et moi, à titre personnel, je vois deux grands axes de l'avantage Blender. Un, c'est un peu la promesse de cette pipe intégrée de A à Z, où la production se fait de A à Z sur un soft, de l'étape du storyboarding à l'étape de l'animatique, le montage, le même fichier peut être traîné ou les mêmes assets peuvent passer d'étape en étape en production jusqu'à l'image finale. Et ça, autre que d'être cool, c'est aussi une charge technique en moins de développer toutes les passerelles entre les softs, de gérer toutes les licences, tout. Ah, il y a une nouvelle version de je ne sais quel soft qui ne marche pas bien avec ce soft-là et tout. Donc, il y a quand même une grosse charge technique qui est allégée en développant tout à l'intérieur d'un seul soft. Et à titre artistique et même à la limite philosophique, l'artiste, il a accès à toutes les étapes de la production dans le sens où un animateur pourrait allumer le moteur de rendu et voir à quoi ressemble son animation, à quoi il pourrait animer avec de l'ombre par exemple, ce qui peut affecter la composition. Un lighter pourrait, si jamais, retoucher l'anime, etc., etc. Donc c'est pas vraiment une usine à gaz. Ça invite à l'expérimentation et un peu à combler les artistes et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et pas juste d'être cloisonnés à une étape, à un soft. Donc déjà ça, c'est bien. L'autre aspect, c'est que c'est
open source. Open source veut dire gratuit, mais pas que. Gratuit déjà c'est très bien, mais c'est aussi que open source veut dire que son code est libre d'accès. Donc il profite, toute la communauté qui utilise Blender peut apporter des modifications au code source de Blender, et ces modifications vont après être récupérées par la fondation Blender et incorporées. Et plus Blender est utilisé, mieux il devient. Donc c'est une sorte de soft participatif où plus on donne, plus tout le monde reçoit. Et il y a aussi un argument à voir sur la pérennité du soft, parce que tout le monde qui est un peu ancien dans le métier peut savoir qu'il y a plein de soft 3D qui sont apparus et qui ont disparu. Ils ont été rachetés, ils ont fait faillite, etc. Sauf que Blender ne pourra jamais ne plus exister. Il pourra être moins développé, mais il ne peut pas être racheté, il ne peut pas être enlevé de la circulation. Et ça aussi pour des questions de moyens, pour des questions même écologiques, pouvoir avoir un soft qui dure, c'est quand même très important. Et c'est pas juste moi qui le dis parce que je suis meilleur pote avec le fondateur de Blender, mais il y a quand même un vrai gain d'adoption de Blender dans le monde et en France. On peut voir qu'il y a quand même une grande montée en puissance de projets fabriqués sous Blender et globalement d'heures animées fabriquées sous Blender. Ça, c'est un graphe fait par Flavio Pérez, qui est... j'ai mal écrit graphe, je pense. Qui est patron des faits spéciaux, qui lui aussi un studio full Blender. Et autre que les directives, la philosophie de Blender, qui est la philosophie de l'open source, il y a les philosophies du studio, et on les divise, on a 2 directives: efficacité et flexibilité, et laisser l'art à l'artiste. Efficacité et flexibilité, c'est encore une fois, comme disait Nicolas, on est souvent amené à faire des projets qui sont techniquement, visuellement très ambitieux, et il faut absolument qu'on soit vraiment efficace dans la production de ces projets, parce que probablement ils vont, comme on avait dit quoi, trash, sexe, c'était quoi? Sexy, engagé et politique. Oui, donc comme c'est ça, probablement on n'a pas des budgets énormes, et donc il faut trouver le moyen. Il faut trouver le moyen de quand même réaliser au mieux ces projets, qu'ils voient le jour suivant la vision du réalisateur, du créateur. Donc il faut qu'on soit ingénieux dans la méthode de fabrication. On va parler de GP Tracer, qui est un moyen de faire de la 2D, mais sans l'usine à gaz de la 2D. Et laisser l'art à l'artiste, ça c'est une philosophie assez spécifique, que je dirais qui a été un peu inculquée en moi par notre haut superviseur Christophe Seux, où l'équipe technique, les superviseurs, on essaye de développer des outils qui vont être utilisés par les artistes plutôt que de développer l'image finale. Un animateur, il a beaucoup plus le sens de rythme que moi. Et si je développe un outil qui fait des FX, qui fait une goutte d'eau, une simulation de vagues, etc., si je vais passer mon temps à simuler, à algorithmiquement essayer de m'approcher d'un truc visuel, ça prend trop de temps et ça perd un peu en qualité artistique. Donc on préfère développer des outils qui après vont être mis en disposition des artistes pour fabriquer ces films avec une approche un peu spéciale. Donc, je vais commencer par parler un peu de notre marque de fabrique, le GP Tracer. Donc le GP Tracer, il combine un peu ces 2 aspects, ces deux directives de flexibilité, mais aussi de laisser l'art à l'artiste. Donc là, ça c'est un exemple sur le projet de Grande Révasion. Et le GP Tracer, ce que ça fait, c'est que ça convertit une 3D traditionnelle en plaque et puis en 2D. Et quand je dis que ça la convertit en 2D, c'est pas comme si on rendait en style 2D où on a un rendu stylisé, un rendu flat. Là, on a vraiment des calques. On a vraiment toutes les couches qui composent l'image. Et l'avantage de ça, c'est qu'un animateur 2D commence son travail de clean, de récupération de l'esthétique et de la vision du réalisateur à cette étape-là. C'est comme si le travail de la 2D commence ici,
au lieu de commencer en faisant les aplats, en faisant le rough, en faisant... Donc on est en train de sauter 2, 3, 4 étapes qui sont beaucoup plus efficaces à faire en 3D, en animant les persos. Et puis l'artiste 2D n'est pas remplacé, mais il intervient plus efficacement, de manière ponctuelle, pour récupérer cet aspect handmade. Vous avez déjà décidé entre la 3D et la 2D le style graphique que sera la 2D. Il y a comme des ordres qui sont donnés, c'est ça? C'est ça, mais pas seulement parce que, si je peux me permettre, je sais que ça va être compliqué pour la caméra, mais le résultat qu'on a là, c'est un résultat un peu standard où on a toujours la palette de couleurs, on a toujours les lignes et on a certaines, comme tu dis, des règles sur le dessin des lignes, mais après il y a quand même une équipe 2D qui va remanipuler ça. Sauf que la manipulation, encore une fois, ça c'est du vectoriel. Donc c'est pas du frame by frame. Donc à la limite, s'il y a un bout qui déborde sur une frame, il peut enlever ça et ça n'apparaît plus sur toutes les frames, etc., etc. Donc on va voir des exemples encore un peu plus. Mais je me demande si ta question, c'était pas par rapport... on peut paramétrer cet outil en fonction des différents projets sur lesquels on va l'utiliser. Effectivement, la question, c'était sur l'esthétique. Pas toujours le même rendu. Ouais, l'esthétique, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'outil ne vous impose pas finalement l'esthétique finale. Non, c'est ça. Qui choisissez. C'est ça. L'outil nous permet de faire de la 2D dans le monde de la 3D, qui est plus pratique. Et puis, la phase esthétique arrive à la fin. Et cette phase esthétique, le fait qu'on puisse faire une intervention esthétique à la fin et que ça ne régisse pas toute la pipe, ça change, c'est des ordres de grandeur niveau fabrication de temps, homme consommé. Donc, pourquoi le GP Tracer? Parce que c'est une question qui se pose souvent. Pourquoi juste ne pas rentrer dans un style 2D qui se fait souvent? Déjà, on peut gommer les imperfections. Donc là, dans le style 3D, ça c'est un rendu 3D, on peut voir des fois, on a des débordements de lumière, etc. C'est pas vraiment de la 2D clean. Et on peut très facilement passer à la 2D et gommer ces parties-là en 2D. Mais aussi, c'est pour enrichir visuellement. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Donc ça, c'est le rendu GP Trace. Après, c'est beaucoup plus simple à l'artiste 2D de venir utiliser des brosses pour faire l'effet escompté. Mais il a déjà la base, il a déjà le mouvement, il a déjà la matière. Si le cheval bouge en volume, il a déjà le volume. Donc il a déjà tout, mais il traite ça. C'est une licorne. C'est une licorne. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui. On voit pas les... Bon, j'ai fait du code, ok? C'est ça, je laisse l'art aux artistes, exactement. Et donc ça, c'est un autre exemple aussi pour InWaves. Donc là, on peut voir clairement... Donc encore une fois, c'est style agnostique. Et donc là, on fait les aplats de couleurs. Puis, on a une notion d'ombre aussi, parce que ce n'est pas juste sur le projet d'InWaves qui avait un style 2D un peu plus poussé que le style un peu plus enfantin, naïf de Grande Évasion. On avait quand même besoin de lighting, on avait quand même besoin d'ombre portée, etc., etc. Et on a même développé un système où on convertit la lumière 3D en aplat 2D. Et d'où les ombres et d'où aussi des lignes générées, etc., etc. Et donc là, on va voir, oui, ça c'est une licorne. Et ça c'est une scène de Unicorn Wars. Donc ça c'est une ancienne version, ça c'est la première version du GP Trace qui a, comme disait Nicolas aussi, c'est qu'on développe une technologie, on développe une méthodologie, mais elle a toujours besoin d'être continuellement améliorée. Et là l'amélioration, c'est que dans ce cas-là, elle n'était pas vraiment temps réel, mais dans les nouvelles versions, c'est temps réel, les artistes peuvent très facilement manipuler les settings. Et là, on peut voir la supercherie. C'est qu'en 3D, c'est ce qu'on a, mais on génère des plaques 2D manipulables. C'est un logiciel qu'on a fait nous-mêmes. Ouais. C'est un module, un add-on. Donc ça, c'est d'autres exemples de la Grande Évasion. Donc encore une fois, ça, c'est la vue cam. C'est ce qu'on a comme résultat. Et donc là, une des demandes du réalisateur, c'est d'avoir un peu des débordements. Donc les lignes ne sont pas parfaites par rapport aux aplats, mais c'est ce qu'on voit en 3D. Et encore une fois, en 3D, c'est assez simple. C'est plus simple, disons, il n'y a rien qui est simple, de modéliser et d'animer ça. Et si jamais on a envie de rebouger la caméra, de recadrer, on peut. En 3D, l'avantage, c'est qu'il y a la notion d'asset. Donc, imaginons qu'il y a un télescope, il doit apparaître 4 fois, une fois d'en haut, une fois d'en bas, etc., etc.
En 3D, on le modélise une fois. En 2D, il va falloir le redessiner à chaque fois. Donc cette notion d'asset, la pipeline 3D, elle est beaucoup plus automatisable, elle est beaucoup plus fonctionnelle. Et donc on profite de la pipeline 3D, avec bien sûr nos artistes 3D qui sont incroyables, qui font de très belles animes, du très beau layout, mais sans outrepasser la compétence 2D qui quand même donne quelque chose au résultat final. Et donc ça, c'est un autre exemple pour montrer que le résultat, ce n'est pas des pixels, mais c'est bien du vectoriel. Et l'avantage de ça, c'est encore une fois, c'est que les outils de Blender permettent de gommer, mais aussi de sculpter. Donc par exemple, si le réal veut agrandir le coup, on peut prendre les points, on peut prendre une brosse de sculpte et on peut l'agrandir. Donc vraiment, c'est une flexibilité absolue. Et à n'importe quel moment de l'étape de travail. J'ai envie d'agrandir le coup alors que le personnage est là depuis longtemps, mais ça m'intéresse. Exactement. Je fais ça et toutes les scènes d'avant, le coup va être redimensionné. C'est ça, ou au contraire, ce qui est le cas le plus compliqué en général à gérer en 2D, c'est que, imaginons que juste pour ce cadre-là, on a envie d'agrandir le coup. Et donc, on n'a pas à toucher la modèle 3D où agrandir le coup, c'est compliqué parce que potentiellement, ça affecte le rig, etc., etc. On le fait juste à 2D. Donc, le cas de figure le plus présent, c'est pouvoir changer à la fin, même si l'asset de base n'était pas fait pour. Et donc, on peut agrandir au plan pour faire l'effet de perspective qu'on veut, etc., etc. Et ça, c'est une vidéo. Voilà. De danser sous la pluie. Ah non! Donc ça, c'est un exemple de la grande évasion. Donc ça, c'est à l'étape d'anime. Et là, ce qui est intéressant à l'anime, autre que le son... De danse. Je ne peux pas enlever le son. Attendez. On va y arriver. Et donc, l'avantage ici, vous voyez De danser sous la pluie. le petit oiseau, Ah non! il est en train de tourner sur lui-même. Donc ça, encore une fois, en 2D, ça aurait été un enfer à dessiner, à garder la perspective, à garder les volumes et tout. Alors qu'en 3D, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. C'est ça, du personnage et tout. Et en plus, on a quand même poussé beaucoup les rigs, on a fait beaucoup de recherches sur les rigs 3D pour avoir des rigs très un peu déhanchés, où on peut faire ces mouvements un peu exagérés. Et donc ça, c'est à l'étape anime. Et puis à l'étape GP Trace, ça fait ça. De danser. Donc on passe, je ne peux pas poser, c'est De ça le problème. danser sous la pluie. Et donc ça, c'est Ah l'étape non! retouche 2D, parce que le réal, il avait beaucoup, beaucoup de spécificité dans son traitement des lignes. Donc on a capturé les aplats, on a capturé une première passe des lignes en utilisant le GP Tracer. Et puis il a été traité par les artistes 2D. Et puis à la fin, ça donne une synergie très belle. De danser sous la pluie. Ah non! J'adore danser sous la pluie. Ok, donc ça c'est un exemple. Et ça c'est un autre exemple, encore une fois, pour démontrer le lighting, combien on a poussé un peu ce moteur de rendu conversion, le fait qu'on puisse faire des effets de lighting en 3D, 2D. Donc ça c'est la fameuse TR. Et donc là, ça c'est il fonctionne de manière modulaire. C'est des modules, c'est des geometry nodes et qui peuvent tous communiquer l'un avec l'autre. On les place l'un après l'autre et là on génère l'aplat de base. On peut décider la résolution, on peut décider la qualité. Puis on vient de générer les lignes et même dans les lignes, on peut décider aussi quel type de ligne on veut. Est-ce qu'on veut juste les silhouettes? Est-ce qu'on veut juste les lignes internes, etc., etc. Donc, c'est une flexibilité vraiment absolue qui est modulable à ce stade, mais surtout après. C'est ça l'avantage. C'est à ce stade, on peut avoir quelque chose de très poussé. Et là, vous voyez l'ombre aussi est 2D. Donc ça, c'est un peu la dernière innovation qu'on a faite, c'est même l'ombre, on arrive à la capturer en 2D et on a on peut avoir des effets de lumière, on peut avoir toutes sortes de goodies qu'on a en 3D en général, mais on peut les avoir directement en 2D en temps réel. Donc là l'artiste 3D ou 3D par exemple, lighting, il peut manipuler la scène comme il veut, il peut lighter comme il veut, mais comme on a montré ici, c'est des plaques.
Donc à la 2D, s'il a envie de rétrécir la rim light, d'enlever un peu la lumière, il a la matière derrière. Il n'est pas obligé de faire du compo à l'ancienne où il doit après remplir la matière qu'il a perdue. Donc ça, c'est un peu le GP Tracer qui est un peu notre fierté et qu'on a utilisé sur Unicorn Wars et puis Grande Évasion et InWaves. Du coup, ça oblige à ce que chaque personnage, chaque objet, vous les construisiez en entier, en fait. Oui, mais c'est un grand gain de niveau budget et tout, si on l'utilise plus qu'une fois. Quand on est dans l'unitaire, la 2D c'est moins cher, mais si c'est un personnage principal, il va apparaître sur 500 plans, c'est un gain absolu de ne pas devoir recommencer à zéro chaque planche. Mais du coup, effectivement, vous naviguez sur les deux suivant l'usage que vous avez. C'est ça. La récurrence de l'objet. C'est ça. Ok. Et donc, voilà, ça c'est les éléments de lighting qu'on peut avoir pour le moment. On a même développé des réflexions, des ombres, etc. Donc ça c'est un peu la panoplie permis par le GP Tracer. Maintenant, je vais commencer par de discuter d'autres outils qui sont un peu moins flashy, parce que là c'est quand même très clair ce qu'il fait, mais qui sont aussi extrêmement utiles et qui nous ont sauvés sur plein de productions. Le GP Interpolate, il est très difficile à expliquer, mais c'est à mon avis l'outil qui nous donne le plus de gains de temps. Même, soyez prêts. Donc, il est combiné au GP Trace. On a une scène en 3D. Cette scène en 3D, on a des persos animés. On convertit le perso animé en 2D. Sauf que, par exemple, on a une demande du réal, on a envie d'ajouter une cicatrice sur le perso. Ou, dans le cas échéant, de faire des gribouillages sur les cheveux de la reine de Grande Évasion. Comment on peut faire ça? Comment on peut faciliter l'ajout? Parce qu'on sait qu'on peut modifier facilement grâce au GP Trace. On sait qu'on peut enlever facilement. Mais si je dois dessiner quelque chose, est-ce que je suis obligé de dessiner frame by frame? Donc le GP Interpolate, ce qu'il fait, c'est qu'il permet à l'artiste 2D de faire un dessin. Et ce dessin, il est collé à la 3D. Et donc, il peut le propager sur les frames après, sans effort. On va voir un exemple. Ça va être un peu plus clair, peut-être. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est la 2D. Et on a la 3D derrière. Donc ça a été GP tracé. Et disons qu'on a une demande d'ajouter une boucle. Et donc, au lieu de faire ça frame by frame, on peut interpoler. Ça prend un peu son temps, ça calcule. Et ça suit. Et ça déforme. Et on peut faire ça parce qu'on a la 3D derrière. Et pourquoi vous pouvez le faire sur le logiciel précédent, sur l'invention précédente? Parce que quand tu dessines n'importe quel élément, il n'a aucune notion de où il est dans l'espace. Et c'est comme du motion tracking, sauf que comme on a la 3D derrière, c'est en utilisant le mouvement de la 3D qu'on peut lui dire, ok, ce qu'on fait, c'est on fait des calculs de triangulation. On dit que la 3D derrière, elle a bougé de ça, donc toi, tu dois bouger de ça. Et c'est encore une fois l'avantage d'avoir un pipeline 3D, 2D hybride. La 3D contient des informations. La 3D, elle a des informations de déplacement, elle a des informations de vitesse, alors que la 2D n'a pas tout ça. Et donc, tu veux ajouter quelque chose? Pour répondre à la question, avant, quand le réalisateur ou la réalisatrice disait « Ah, ben on va lui ajouter une boucle d'oreille alors que c'est animé », on disait juste non. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, exactement. Donc ça, c'est l'efficacité et la flexibilité pour pouvoir dire oui, des fois. Des fois. Voilà, donc ça c'est un outil très fort. Et ça, c'est un outil qui est... Vous allez voir à la fin, on a une grande partie de nos outils, elle est open source, on suit la philosophie de Blender aussi et tout. Donc on a notre propre repo en ligne et il y a tous ces outils-là. Ok. Et donc, next. Ah oui, ça c'est un autre outil qu'on a développé. Ça c'est pour gérer ce qu'on nomme dans le domaine le rigpocalypse. Donc le rigging, les rigs,
c'est les armatures, c'est comme ça les pantins, je pense qu'on dit en français, c'est comme ça qu'on contrôle les mouvements du corps, etc., etc. Donc ça, c'est pour notre série c'est un spécial, oui. Non dans l'espace. Et il y a une scène où tous les persos ils sont en antigravité et donc tout flotte partout. C'est un peu catastrophique. Et ce qu'on a développé, c'est un outil qui n'existait pas dans Blender. Et c'est Christophe qui a développé, notre superviseur, qui permet de visualiser le rig de manière très artist-friendly. Et on va le voir là. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple aussi sur non. Donc voilà. Donc au lieu de devoir cliquer dans l'interface et d'essayer de trouver le bond dans la masse des bonds, l'artiste peut plutôt le sélectionner dans cette interface-là. Et c'est complètement développé depuis de zéro en OpenGL. Donc c'est pas une fonctionnalité qui était dans Blender de base. Et l'artiste trigger peut choisir, il décide à quoi ça ressemble son contrôleur de sélection. Et l'animateur, il a un gain de temps pas possible parce qu'il peut sélectionner, il peut même faire des sélections en groupe de plusieurs bones, etc. Et il n'est pas... il peut même, à la limite, ça c'est un bon exemple, il peut enlever le overlay des bones, donc il peut animer de manière visuellement beaucoup plus claire, tout en gérant les sélections et les contrôles avec le rig picker. Donc, encore une fois, ça a l'air simple, mais à développer, non. Et surtout, à demander aux animateurs, maintenant qu'ils ont ça, ils ne peuvent plus travailler sans ça. Et donc, c'est le piqueur de rig. C'est ça, Rig picker. rig picker. Et ça aussi, ça nous permet de dire oui plus souvent. C'est un peu le... Pas toujours. Ok, le GP Toolbox, comme vous avez remarqué, on utilise beaucoup Grease Pencil. On est l'un des studios qui a le plus investi dans Grease Pencil, qui l'a adopté très, très tôt. Et on participe souvent même aux meetings de Blender qui discutent du futur de Grease Pencil. On participe aux discussions du futur de l'outil. Grease Pencil, c'est l'outil 2D de Blender. Oui. Merci, oui. Et donc, on contribue énormément. Et on a plein d'outils Grease Pencil qui sont même intégrés dans Blender de base. On a une grosse panoplie d'outils qui sont dans Blender et une autre partie qui sont dans le studio, mais aussi accessibles en open source. Et donc, c'est quoi le GP Toolbox? C'est un peu tous ces boutons-là, c'est toutes ces fonctionnalités. Et qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? On peut déformer facilement de la 2D. On peut ajuster les strokes, les lignes, les tracés. Et on peut on peut faire dérouler la timeline aussi dans le viewport. Ça va être difficile de traduire tous ces trucs en français. La durée, oui. C'est cool. Et ça, c'est une autre démo de ces... Donc ça, c'est une démo de l'utilisation de ces outils. Et ça, c'est sur un court-métrage ultra beau fait chez Autour du Volcan qui s'appelle Ronde de nuit. Qui sera diffusé ce soir. Ce soir. Qui est très, très 20h15. Ouais. Et donc ça, c'est un des outils aussi, des fonctionnalités développées par Samuel Bernou, qui est le développeur Grease Pencil 2D chez Autour du Volcan. Aussi, ça montre aussi l'aspect hybride de nos productions. Donc, on a des mouvements caméra en 3D. On a la 2D qui est en 3D. Ça aussi, c'est très pratique pour tout ce qui est cadrage et tout ce qui est mouvement de cam. Et là, par exemple, on peut très facilement retoucher la 2D avec le Box Default. Donc ça, c'est un des avantages aussi. C'est que pouvoir très facilement changer de pose en 2D sans devoir retoucher chaque tracé, chaque ligne, ça aussi, ça offre plein d'avantages. Ça peut-être préciser, c'est pas du tout comme avant la 2D à partir de la 3D, c'est de la 2D comme pure. Si on utilisait TV Paint ou Animate. Donc ça, c'est vraiment de la 3D très digitale, frame by frame. C'est ça. Dans une voiture en 3D. Exactement.
Et même dans l'aspect digital, on développe plein d'outils pour que ce soit plus flexible, plus efficace, moins dans la douleur et plus artist-friendly. Ouais. Un autre outil qui est aussi très utile, c'est le GP Render. C'est un module qui permet, donc j'ai souvent parlé de convertir de 3D en 2D ou de faire des sorties 2D. Et une des complexités de la 2D, c'est le fait qu'il faut gérer ses couches. En 3D, les couches sont automatiquement gérées par objets, etc., etc. Mais la division des couches en 2D, c'est tout un sujet. Et par exemple, en 2D tradi, il y a toutes ces couches-là. Il y a le rough, le clean, la color, le tones, etc., etc. Et cet outil-là, il permet d'automatiser un peu le process d'export. Donc ça, c'est sur Unicorn Wars. Il permet de, par exemple, en se basant sur la 3D, il permet de renuméroter les passes en profondeur. Donc, il peut voir la profondeur de l'objet en 3D. Et donc, ça permet de réorganiser les couches par rapport à ça. Donc, c'est des petits ajustements. Sauf que sur un long métrage, sur des centaines et des centaines de shots, à l'import, l'artiste compo, s'il a déjà les couches dans le bon ordre, ça, tout le monde est content. Ok. Logiciels, toutes ces applications, elles donnent un peu de la cohérence aux objets, aux personnages. Mais si vous voulez faire si des créateurs veulent faire des personnages qui tout d'un coup ont le bras qui s'étire ou qui se raccourcit, tout ce qui peut être de l'ordre de la pure fiction, en dehors des lois de la physique, est-ce que ça le permet aussi? Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Vraiment, le but, c'est quand ils ont besoin d'automatiser, de formaliser un processus, on est là pour les aider à faire ça, pour qu'ils puissent avoir le temps quand ils ont besoin de casser les règles. Donc, quand ça n'a pas besoin d'être complexe niveau fabrication, on fait le tout pour. Et quand il faut faire comme on a envie de faire, on peut. Et c'est ça le but d'avoir une flexibilité et d'avoir ce gain en efficacité. Pour se permettre ces choix, des fois, même techniquement osés, à des certains moments, pour prendre les risques et pour avoir les résultats qu'on veut. Donc ça, c'est aussi un autre outil pour gérer les dimensions, pour mettre les couches, pour faire de la 2D en 3D. Donc on peut gérer les couches, mais je vais passer un peu plus rapidement dessus. Ça, c'est Story Tools, dont parlait Nicolas. C'est quelle aide, le Story Tools? C'est l'AMT, l'aide qui était à droite. Oui, c'est ça. Et donc là, c'était un développement qui n'était pas pour un projet, mais qui est un développement de fond qui aide la communauté et qui casse le verrou d'avoir un outil de storyboarding open source, parce que tous les outils de storyboarding, ils sont closed source, et Blender pouvait techniquement le faire, mais il n'était pas adapté pour. Et donc, on a développé un outil qui permet de faire beaucoup plus facilement du storyboarding sous Blender. Donc ça, c'est un exemple où il a été utilisé sur Jean-Michel. Oui. Et donc... Là, l'énorme intérêt, c'est que sur une saison 2, on peut récupérer les décors et faire son storyboard dans les décors. On est déjà, du coup, dans les bonnes dimensions. C'est quasiment du pré-layout après. L'étape d'après est beaucoup plus facilitée. Et le processus est beaucoup plus plaisant pour tous les gens concernés. Pour les gens de la 3D qui récupèrent, les gens du layout, ils récupèrent déjà la caméra et l'anime bien placé. Les gens qui font du storyboarding, ils ont déjà une notion de l'espace, etc., etc. Donc, il y a cette efficacité dans la fabrication, mais il y a aussi ce côté qui est beaucoup plus intéressante à l'artiste aussi. Ok. Je suis comment sur le temps? Vous êtes très bien, il reste une demi-heure. Ok, parfait, parfait. Je vais parler lentement. Non, je plaisante. Non, déjà assez. Ok, donc je vais continuer sur nos exemples aussi sur les fonctionnalités et sur le choix Blender. Donc ça, c'est un exemple un peu qui décrit notre relation avec Blender aussi et pas juste nos développements internes avec Blender. Le fait qu'on utilise Blender depuis si longtemps et le fait qu'il y a tellement de gens au studio qui sont intimement liés aussi à la fondation Blender, on peut communiquer avec eux aussi.
Donc là, pendant la production de Nos mondes dans l'espace, on a remarqué qu'ils avaient passé sur un nouveau moteur de rendu qui était beaucoup, beaucoup plus rapide, sauf qu'il manquait des fonctionnalités très spécifiques pour nous qu'on utilisait dans ce projet-là. Mais on avait vraiment envie de passer dessus. Et là, j'ai fait un test où on voit que le temps de rendu, il est 1000 fois plus rapide, alors qu'en haut, il est toujours en train de calculer. Et j'ai fait un petit PDF. S'il vous plaît, ça c'est bien de faire ça. Voilà. Et le lendemain, ils avaient ajouté la feature dont on avait besoin. Donc c'est un bénéfice pour eux parce que eux, ils se rendaient pas compte que cette fonctionnalité était utile, elle était utilisée. Et pour nous, parce qu'on a pu avoir ce SAV ultra rapide grâce à la confiance qu'on a construite avec Blender. Et pour toute la communauté Blender, et c'est un peu comme ça que le projet se développe de mieux en mieux. Pourquoi j'arrive pas à gérer les vidéos? Pourtant, j'ai fait de la tech. Ok, ça c'est un autre exemple. Donc ça c'est sur une série. Voilà, là maintenant il veut bouger. Ça c'est sur un court métrage qui s'appelle The Goose, qui était très intéressant, où on avait reçu les vidéos du plateau filmé. C'était des plateaux c'est pas de la stop-mo, mais c'était en prise de vue réelle. Et tout ce qui bouge, tous les persos, c'était de la full 3D. Et donc le challenge, c'est d'avoir un truc réaliste. Donc on a incrusté de la fake stop-mo dans un set stop-mo où on n'a pas fait de la stop-mo. Et pour corriger, on voit pas la différence. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est un des exemples de laisser l'art à l'artiste. Mais c'est un exemple très simple, très minime, mais qui montre un peu notre philosophie. Donc là... Il veut le cheval. Hein. Ouais. Unicorn. Licorne. Ok. Donc là, on a Loi qui fait entrer qui vole le ballon. Et on peut voir le système d'interaction avec les pailles. Il est très simple et il pouvait être 100% automatisé. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a transformé en outil qui a été rigué et qui peut être manipulé par l'artiste animation 3D. Souvent, les artistes d'animation 3D, ils n'ont pas accès à tout ce qui est FX. On leur dit, faites bouger le truc et puis vous en faites pas, ça va être beau à la fin. L'artiste FX va le faire. Nous, on aime créer des outils. FX, c'est ce qui n'est pas du personnage, ça peut être de l'eau, de la fumée, de la paille. Exactement. Donc là, la paille, elle a pu être animée par l'animateur à la phase anime. Et c'est un exemple très simple de notre utilisation, de développement de petits ou grands outils, mais pour laisser l'art à l'artiste. C'est très facile du coup à manipuler. Oui, mais c'est ça. Tout le challenge, c'est d'avoir un truc qui est très manipulable, très instinctif surtout. Ça, c'est un autre add-on avec des licornes, qui est aussi adaptable à plein d'autres projets. Et donc, vous vous en doutez sans doute, mais dans Unicorn Wars, il y avait beaucoup de unicorns qui devaient marcher et trotter, c'est comment on dit, je sais pas, galoper. Voilà, j'ai trouvé. C'est ça. Et dans un souci d'efficacité suprême, et pour dire oui des fois, on a développé, Samuel Bernou, un de nos superviseurs, a développé un outil, un add-on qui permet de déployer un cycle de marche sur une surface ou sur une courbe. Donc les cycles de marche, c'est assez couramment fait dans les grands projets où on prend un personnage et on lui fait dans une banque d'animation dont un cycle de marche, une marche standard. Et ayant ça, on a développé cet outil qui permet de le faire marcher dans l'espace et pas juste sur place de manière très rapide. Et on va voir, ça donne quoi. Donc ça, c'est un cycle de marche normal où il marche sur place. Et donc, on fait une courbe qui peut être verticale, horizontale, qui suit le décor comme on veut. Et puis, ça commence à marcher. Après là, ça glisse un peu et on peut contrôler le déploiement pour, par exemple, si on anime sur un pas de 2, pour que le déploiement se fasse sur un pas de 2. Là, c'est beaucoup mieux. On n'a plus ces glissements. Et on peut même s'assurer des contacts au sol. Donc là, on a déployé un cycle de marche
en 40 secondes, alors que ça aurait pris plusieurs heures à faire normalement. Efficace. Ok. Encore une fois, je suis peut-être dans l'évidence, mais dans InWaves, il y a beaucoup de waves. Et là, c'est ce dont Nicolas parlait, c'est le plus grand challenge technique qu'on a. Quand on a commencé nous, l'équipe technique, on s'est dit, OK, on va peut-être faire un film comme InWaves. Tout ce qui est haut, dans la 3D, dans la 2D, dans la réalité, c'est extrêmement compliqué. Dans la peinture déjà. Dans toute l'histoire de la peinture. C'est ça. J'ai fait des cauchemars. J'ai pas pu voir la mer pendant des années après ce projet. Et donc, on a développé des outils qui permettent de générer toutes ces vagues, de générer ces interactions avec l'eau, mais qui, d'un côté, on a arrivé à styliser ça pour que ça ressemble à l'aspect du film, pour que ce soit pas très stimulé, pas très physique, et en même temps, en respectant notre philosophie interne, laisser l'art à l'artiste, où c'est des artistes qui manipulent et qui placent les vagues. Donc, c'est à la limite un dessin de vagues en 3D qui bouge de manière vaguesque, mais ce n'est pas une simulation. Et quand je dis c'est pas une simulation, et c'est pas pour dénigrer la simulation, c'est très important dans des projets ultra réalistes et tout, mais sauf que c'est un peu un processus dépassionné dans le sens où c'est algorithmique, c'est physique, c'est ultra impressionnant, mais souvent ça perd un peu la sensibilité 2D, la sensibilité stylisée, d'où l'intérêt que l'animateur 3D garde la main ou 2D garde la main sur la génération de ces effets. Et donc, ça c'est à quoi ça ressemble un plan final. Et ça c'est à quoi ça ressemblait. Ah non, ça c'est un plan final. Et donc ça, c'est à quoi ça ressemblait avant. Ça c'est un plan final. Non, ça c'est un plan avec compo. L'autre c'était un plan sans compo. Donc ça c'est un plan de film InWaves en exclusivité. J'arrive plus à parler. Mais ça ressemble à ça. Mais encore une fois, c'est tout un outillage qui a été développé par Paul Sagner, notre FX sup sur le projet. Et encore une fois, on utilise l'aspect modulaire de Blender et des Geometry Nodes. Et il a développé toute une panoplie d'outils qui a pu léguer à des artistes FX et animateurs pour pouvoir générer tous ces FX d'eau dans Blender, pas dans un soft séparé et puis importer les FX dans les scènes en voyant le résultat final. Là, c'est une preview un peu tech pour montrer à quoi ça ressemble, mais en vrai, les artistes, ils voyaient ce qu'on voyait dans les plans précédents. Ça, c'est un autre plan où il y a une vague, et puis ça ressemblait à ça. Ah non, pourquoi j'ai pas... C'est à chaque fois, j'ai mal timé. Ça, c'est une belle vague. Waouh! Et ça ressemble à ça. Voilà, maintenant ça marche. Et donc, encore une fois, c'est un système qui a l'air compliqué, qui a été extrêmement compliqué à développer, qui est très ingénieux par Paul Sagner, mais qui est déployable en 5-6 étapes en utilisant les modifieurs. Il n'y a pas besoin de mettre chaque bout. Absolument pas, absolument pas. Et donc, on va passer sur notre projet. Oh wow, ça c'est le projet le plus récent sur lequel on a travaillé. C'est un projet mignon, pas trashy, sexe, violence. Et donc là, le challenge qu'on a, en vrai ça c'est la partie la plus intéressante de mon travail, c'est quand Nicolas arrive, il me dit on va faire un projet, mais il doit être en céramique. Il y a souvent un mais c'est de la stop-mo. Okay. Et là, mais ça va être en céramique. Et là, la difficulté ou le challenge technique, c'était de faire l'effet céramique. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par ça. Mais encore une fois, que ce soit manipulable, que ce ne soit pas une usine à gaz, que ce ne soit pas ultra lourd. Et quand je parle d'effet céramique, je parle spécifiquement des jointures. Et vous allez voir. Donc ça, c'est l'asset. On peut voir ici qu'en 3D, on voit très facilement les points de contact. Et là, ce que l'outil fait, c'est qu'il génère une sorte de pâte sur les points de contact pour simuler l'effet céramique. Donc ça, c'est sans...
on voit que c'est très 3D, on voit que c'est très sharp, le contact. Et là, on va l'appliquer. Et on voit soudain que ça a lissé, que la peinture de la céramique, elle se dilue. Et c'est un tout petit effet, mais qui fait tout l'aspect céramique et qui casse l'aspect 3D sharp de la 3D. Donc là, encore une fois, en le déployant, on peut voir ça c'est sharp et avant, ça laisse couler un peu la peinture et ça donne cet effet-là. Et donc, le but, c'était de développer ça, que ça marche tout le temps sur tous les plans, que l'animateur puisse le voir aussi parce que ça permet de faire des choix artistiques dans les poses où il pose la main sur le corps et comme ça, on voit que c'est de la céramique, que c'est collé, etc., etc. Et le résultat, ça donne ça. C'est 2 millisecondes, mais c'est très beau. Attends, je vais vous montrer ça encore une fois parce que c'est très beau. Donc si vous regardez bien là... Si vous êtes patient à 17h dans le line-up, vous allez voir le teaser complet de 45 Exactement, secondes. exactement. Donc, ça se trouve... Waouh, céramique. Ok, et un dernier petit exemple aussi que vous allez voir ce soir. Voilà. Et donc, ça va être très difficile à expliquer avant le visionnage du film et après. Mais on a été amené à faire exploser des œufs. Et beaucoup d'œufs. Une vingtaine, trentaine. Mais encore une fois, ça doit être timé parce que c'est une sorte d'explosion style animé, très dynamique, mais avec de la slow motion des fois et tout. C'est pas juste une simulation de cassure, fracture normale. Donc, j'ai développé, et ça, c'est une fierté sur mon CV, j'ai développé un système de fracture d'œuf modulaire. Bah, avec l'effet slow-mo à la fin. Et ça, c'est un test avec... Vous allez voir dans le film, ça peut donner ça. Et c'est, encore une fois, ça laisse à l'artiste, à l'animateur de pouvoir timer les cassures. Le but, c'est que ce n'est pas juste une simulation, mais il y a des contrôleurs de casse beaucoup, casse un peu, casse rapidement, etc. Et un dernier petit exemple, vous allez voir encore une fois dans il y a une scène assez apocalyptique où une ville immense est détruite. Et là, on a développé un système de simulation, pas simulation, où c'est un système en interne qu'on a développé en Geometry Notes qui permet de faire des simulations, mais qui ne coûtent pas cher. Ah oui, ça c'est bon. Qui ne coûtent pas cher niveau processing. Parce que les simulations, en général, c'est les trucs les plus lourds au monde. Et là, vous allez voir dans le Tu film... peux le mettre en grand, du coup, ça? Ouais. Et on va voir le son de mon WhatsApp. Attends, je vais faire ça. Voilà. Et donc là, vous allez voir dans le film, c'est un court-métrage. Et si on devait détruire la ville de la manière traditionnelle, sous Houdini, sous un pipeline FX normal, on aurait eu besoin de terras et de terras de disques durs, des semaines de temps de calcul. Donc, on a redéveloppé un système de simulation très spécifique où on a enlevé toutes les fonctionnalités qu'on avait. Parce que les systèmes de simulation dans Houdini qui sont très poussés, ils ont plein de capacités. Et nous, on a refait ça de zéro, mais sans toutes ces capacités. Ça fait exactement seulement ce qu'on veut faire. Ce qui nous a permis d'optimiser ça. Donc, c'est un système de simulation, non-simulation pour casser des villes, spécifiquement. Et la manière... Oui, On en casse beaucoup chez Autour de Minuit, il faut dire. Ouais, entre les œufs et les villes. Ça veut dire que là, chaque débris, qui est-ce qui l'a fait? C'est l'artiste ou c'est le développeur Non, les débris, il y a un bouton qui l'artiste peut cliquer et ça casse. Et tu peux changer la taille des cassures et tu peux re-randomiser. Mais ce que l'artiste peut contrôler, c'est quelle partie se fracture. Par exemple, on a vu avec la boule. Donc ça, déjà, encore une fois, il peut choisir que là, la caméra, on n'a pas envie de commencer la cassure. Là, je vais enclencher la cassure. Et même la simulation, il peut la modifier en temps réel s'il sent que ça devient trop rapide. S'il veut faire une cassure rapide au début et puis la ralentir. Donc, toute cette notion de retiming qui est très difficile en simu, il peut la faire. Et puis, tout ce travail, c'est dans l'espoir de... C'est un espoir personnel, mais bon, pour trouver le Saint Graal du workflow 3D, la pipe to Blender,
avec ses ennemis After Effects est battu ici. Donc ça, c'est un peu ma mission à titre personnel, que je pense que Nicolas partage en partie au moins. Et toute cette beauté, ça c'est un peu la phrase que je dis souvent à la fin des conférences, mais qui est pas mal. C'est que tous ces films que je vous ai montrés dès le début, toute cette technologie, tout ce monde, tout cet univers, toutes ces séries, émotions, trash, sexe, enfants, tout, c'est disponible en téléchargeant. Pas en même temps, pas en même temps. C'est vrai. C'est disponible juste en téléchargeant ce petit soft à 295 MB, gratuit, sur n'importe quelle plateforme. C'est pas les films qui sont disponibles. Hein. Non, c'est le soft. C'est la si vous voulez promesse les refaire. C'est ça, ils peuvent. Mais c'est cette liberté de créer qui est Blender et que nous, on prend à bras ouverts et qu'on contribue et qui nous inspire au quotidien pour faire les films qui sont tout aussi libres. Et donc ça, c'est le QR code pour trouver Blender, mais bon, vous pouvez taper Blender. Et sinon, ça, c'est pour trouver tous nos outils dont je vous ai parlé. Vous pouvez trouver en ligne, open source. N'hésitez pas à faire des pull requests, à faire des retours, à faire des films. Voilà. Aussi, merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mario Awat? Alors peut-être une encore. Voilà, il y a une question. Allez-y. D'abord. Merci beaucoup, super intéressant. Puisque les outils sont à disposition, est-ce qu'il y a d'autres studios qui les utilisent déjà? Si oui, lesquels? Est-ce qu'il y a des participations co-développement? Et petite question subsidiaire, vu que Blender vient de changer de direction, qu'est-ce que ça inspire à l'équipe? Ok. Déjà pour le premier volet, on est souvent en discussion, pas en direct, mais par exemple quand je dis que Samuel, notre superviseur responsable de la 2D, il est souvent sur les Grease Pencil meetings, les weekly meetings des développeurs de Blender. Il y a aussi Amélie de Fond de Villa, des faits spéciales. Il y a aussi, donc c'est de manière entre guillemets organique que tous les studios blenderiens participent à la communauté Blender, participent dans les forums Blender, participent dans les Discord Blender. Et c'est comme ça qu'on arrive à échanger, à avoir des idées. C'est pas formalisé à travers les studios, mais nous, en tant que communauté, on a grandi sur cette philosophie du partage. Et tous les... Par exemple, quand on déploie un add-on, on l'annonce sur les Discord Blender, et on sait que, par exemple, il y a plusieurs de Grease Pencil Toolbox, il a servi comme base chez l'effet spécial, il a servi comme base chez d'autres studios. C'est pas formalisé au niveau des studios, mais plutôt au niveau des blenderiens, où on se partage cette connaissance et ces outils. Ça, c'est pour la première question. En ce qui concerne le changement dans Blender, je dirais que nous sommes à la limite plus amis avec Francesco Siddi que Ton Roosendaal. Donc nous sommes... la nouvelle coordinatrice des opérations, Fiona Cohen, c'était une ancienne Autour de minuit. Et le nouveau développeur Mac, c'est un ancien Autour de minuit. Et voilà. Donc j'ai déjà eu le privilège et le plaisir de travailler avec Ton, le fondateur de Blender, et de travailler à la fondation Blender. Et l'équipe qui récupère le flambeau, c'est une équipe qui a mon et notre entière confiance. C'est un bon choix à nos yeux. Une autre question? Moi j'en avais une, c'est quoi le modèle économique de Blender? Bien sûr. Ils sont subventionnés. Ils font un projet tous les 2-3 ans, un court-métrage, pour permettre de faire une avancée, pousser un aspect du logiciel, que ce soit le compo, les FX, etc., qui est financé. Après, il y a toute la partie de la communauté. Non, c'est à Amsterdam. Et donc, la majorité... Blender, c'est une entité à but... c'est une fondation non lucrative. Chaque année, ils montrent
toutes leurs dépenses, tout est complètement public. Tout est réinvesti dans les développeurs. Et pour l'anecdote, c'est moi qui prépare en général les PDF. C'est ça. Et là, et comme Blender, c'est vraiment un peu le poster child, le modèle absolu de l'open source. Le développement de Blender, il est complètement open source, même le processus de développement. Donc leurs meetings, ils sont visibles partout. Leur code source, leur discussion entre développeurs, rien ne t'empêche de toi d'aller de parler. Leurs films, les films, chaque année, ils ont un studio un peu in-house qui développe des films qui sont à but de pousser une partie de Blender qui n'est pas qui a envie d'améliorer. Par exemple, le fur, ils ont fait un court-métrage juste avec du fur. Et C'est les poils. Poil. C'est très anglophone la 3D. Je suis pas français aussi, ça me donne un peu un... C'est ça. Et donc, tout ça pour dire que ils sont à 100% fondés par des donations. Et on peut voir aussi de manière très transparente qui donne les donations. Il y a 39 corporations, 39 géants de l'industrie comme Wacom, comme Nvidia, blablabla. Et il y a 7450 individuels. Et ils poussent toujours à avoir des donations individuelles pour que le poids reste toujours dans la communauté. Même si les donations ne les engagent en aucun cas, ils n'ont aucun mot. Même si Unreal, ils ont donné 3 millions il y a 5 ans, ça ne donne aucun privilège. Ce qu'ils peuvent faire, si le seul moyen d'essayer de guider Blender, c'est par exemple Nvidia. Ils ont un support très fort des cartes graphiques Nvidia parce que Nvidia a affecté 3 développeurs pour le développement de Blender. Donc ça, c'est un moyen de contribuer aussi. Ce n'est pas nécessairement de faire des donations. C'est que les boîtes eux-mêmes ont intérêt que Blender fonctionne très bien sur leur machine. Donc, et ça a fonctionné très mal sur Mac pendant très longtemps. Donc Mac, ils se sont dit, il faut qu'on récupère ça. Et ils ont commencé à embaucher des gens pour Blender. Et donc c'est aussi comme ça que ça subsiste. Il y avait une question à droite. Ah, il a répondu à la question. Là. Ouais, je voulais demander à peu près à quel point les donations corporate, parce que je sais que Epic avait donné, enfin je voulais parler d'Epic vu qu'il y a eu un Made by Epic il n'y a pas longtemps, parce qu'ils avaient donné un truc comme une dizaine de millions, je crois. 3 millions, un méga grant de 3 millions. Ok, ouais. Sur 3 ans. Sur 3 ans. Ouais. Et maintenant, c'est terminé. Ok, d'accord. De toute façon, ils ont arrêté les méga grants. Ouais. Mais ouais, je voulais savoir à quel point ça poussait en avant. Ça pousse beaucoup, mais un peu cyniquement, pas cyniquement, je sais pas quand j'ai plus mes adjectifs, mais eux aussi, ils ressentent l'étau qui se resserre. Et cette année, ils ont eu beaucoup de désistements des donateurs corporate parce qu'ils n'ont plus tous ces budgets immenses pour faire de la com ou de la pub. Et donc, ils se concentrent de plus en plus sur leur communauté avec les donations individuelles pour pouvoir subsister. Et en 2024, c'était la première année et la seule année où ils étaient en déficit opérationnel. Mais ils ont un peu de réserve, ils ont le support de la communauté. Mais il y a eu une période, un âge d'or où il y avait une ruée d'or de Epic Mega Grants et tout ça. Mais Blender a su survivre depuis 2001 jusqu'à maintenant. Et c'est le soft 3D avec la plus grande longévité. Et je pense que c'est celui qui va durer le plus longtemps. Et par rapport justement à Epic, puisque c'était eux qui vous ont précédé sur les journées Made by, comment est-ce que Blender se distingue de leur outil Real Engine qui permet aussi de faire des films sur cet outil-là? Déjà, c'est full open source. C'est spécialisé dans l'animation. Et Unreal, ils ont fait un grand boost médiatique. Mais dans mes tests, à titre personnel non biaisé, le moteur temps réel de Blender, il est plus performant pour de l'anime et des VFX. Pour des jeux vidéo, Unreal Engine, il est imbattable. Mais Unreal Engine, c'est 6 Go, il est extrêmement lourd, il crash, alors que là, c'est 200 mégas, c'est ultra stable, c'est développé à une vitesse incroyable. Chaque 3 mois, il y a une nouvelle version et chaque jour, tu peux télécharger la version du jour. Et c'est ce que je fais moi. Chaque jour, les développeurs ont fait leur contribution. Je télécharge le Blender de cette heure-là.
Et donc, tu peux contribuer, etc. Donc, c'est tout un modèle qui est beaucoup plus artist-centric, laisse l'art à l'artiste. Et ça aussi, j'aime bien. C'est pas, même le développement, il n'est pas derrière, il n'est pas un black box, on dit. Il n'est pas mystérieux. Je sais comment ça fonctionne, c'est collaboratif, je contribue à ce projet simplement en parlant, en faisant des films avec. Et plus on l'utilise, mieux il va devenir. Et plus il va résister un peu à l'acharnement des grosses boîtes qui sont juste là pour plaire aux actionnaires. Nicolas. Juste rajouter que c'est pas seulement centré sur les artistes, c'est que c'est un soft et une philosophie qui, pour nous, est centrée aussi sur les projets. C'est-à-dire qu'on adapte et on développe des outils nécessaires pour chaque spécificité de chaque projet. C'est pas un pipeline figé où on se dit tiens, ça on va pas pouvoir le faire là-dedans, ou alors si on doit le faire, ça va ressembler à nos films précédents parce qu'il faut le faire entrer dans le pipeline. C'est que on adapte l'outil grâce à toute l'équipe, Mario, Samuel, Christophe, etc., qui sont chacun des cracks dans leur genre et qui arrivent à créer des outils au service des projets, en plus au service des artistes. Mais ce qui nous concerne nous au départ, c'est quand on arrive et qu'on dit on a ce projet, mais comment on fait quoi ? Est-ce qu'on peut le faire ? Comment on fait pour le faire tenir dans une certaine économie, etc. Que ce soit un court, une série ou un long, quoi. Mais du coup, aujourd'hui, quand on vient nous voir, on veut faire de la stop-mo en céramique, on dit ouais, on va montrer ça à Mario. Et tous les mets sont résolus, ou est-ce qu'il y a des choses que l'outil ne permet pas ? Alors, il y a des choses où, jusqu'à maintenant, on a plutôt tout réussi à faire. Après, certaines choses plus ou moins loin par rapport à on imaginait aller. Je pense que l'eau sur InWaves, c'était assez inespéré d'arriver là où on est arrivé. Parce qu'au moment de commencer, on ne savait pas exactement où on allait. Et Silex Film, qui a produit le long métrage, nous a fait confiance. Et après, on aurait trouvé peut-être d'autres moyens de tourner ou en combinant des choses. Mais c'est vrai que c'était... voilà. Et jusqu'à maintenant, on a réussi à faire les projets tels que les auteurs et les autrices l'avaient en tête. Une nouvelle question à gauche. C'est pas vraiment une question, c'est pour dire à Nicolas que tu es à Rennes, donc arrête de dire que tu vas faire de la stop en 3D, s'il te plaît. Non, et tout à l'heure, non, plus sérieusement, évidemment, tout à l'heure, Mario, tu disais que vous étiez assez fier, et je trouve que vous avez raison, parce que c'est des outils hyper bien. Je ne connais pas Blender, on ne l'utilise pas encore. Mais c'est très excitant de voir ce que vous développez. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Une autre question ou intervention ? Moi, je voulais faire une petite mise en perspective par rapport à ton intervention de ce matin, Nicolas, en disant, est-ce que Obras, finalement, c'est pas un peu ce projet qui t'a décidé à investir dans un projet comme Blender ? Il n'existait pas encore au moment où on a fait Obras, mais ça nous aurait sûrement facilité la vie, ou ça aurait peut-être fait un autre film, parce que je répète quand même qu'Obras, il s'est inventé en se fabriquant, c'est-à-dire le jour où on s'est dit allez, on démarre l'anime, on ne savait pas comment faire. Et il y a des choses qu'on a découvertes en manipulant les images qui ont été différentes de ce qu'avait Hendrik en tête. Donc il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, il y a des choses qu'on n'imaginait même pas pouvoir faire. Et bon, ça c'est des choses qu'on continue encore un peu à explorer, mais maintenant on a un peu plus la vision de comment le faire. À l'époque, on ne savait pas comment le faire. Vraiment, les outils n'étaient pas du tout faits pour... et on a dû détourner ces 3-4 softs de Fusion, After Effects, 3ds Max et Maya de leur but originel pour pouvoir faire ce film. Aujourd'hui, on utilise l'outil pour les faire. C'est un peu différent. Et juste pour répondre à la stop motion, là, on nous a proposé un projet complètement fou, tchèque, en stop motion, et on nous demande de faire des choses autour. C'est vraiment animé en stop motion. Mais à un moment, les personnages en stop motion, ils rentrent dans l'eau. L'eau doit être en 3D. Comment ça interagit, comment ça marche. Personnage en stop motion. Vas-y, débrouillez-vous. Voilà. Une autre question ou intervention ? Plus personne, mais sur les questions de ce que je disais à Nicolas, est-ce que tous les mets sont résolus ? Est-ce que vous aussi, vous parvenez à chaque fois au résultat attendu, ou est-ce que parfois, est-ce qu'il vous échappe encore des choses ? C'est sûr qu'il nous échappe des choses. En vrai, le mais, il est en deux parties. Il y a comment on le fait tout court et comment on le fait
pour que ce soit réalisable dans les conditions de temps et de budget. Et les deux challenges sont intéressants. C'est le oui dont vous parlez tout à l'heure, C'est pas ça, toujours. Ouais. c'est ça, exactement. C'est le mouais. C'est ça, c'est le moins. Donc, notre approche, c'est de base, et ça, c'est les tests techniques à la limite, où est-ce qu'on peut le faire tout court? Et si oui, déjà, quand on réussit à le faire, on a un peu une optique pour comment optimiser ou même refactorer, de refaire entièrement, mais de manière un peu plus procédurale qui peut être déployée sur un projet. Et puis, donc cette partie, en général, on a du succès avec. C'est la deuxième partie qui est la plus difficile, parce que déjà, avec la difficulté techno-artistique de générer cette image tout court, il faut qu'elle puisse générable par l'artiste dans un temps cadré et Limité. oui, unité. Et manipulable aussi aux aléas des réalisateurs. Donc, 30% de mon travail, c'est de développer un outil qui peut résister aux retakes. Parce que au retake, c'est les retours du réal. Parce qu'on peut avoir une image qui, dans notre tête, ressemble à 99% à ce que veut le réal, mais il peut avoir un retour, je dois bouger ça comme ça, alors que nous, dans l'outil, on n'avait jamais envisagé le besoin Donc il y a aussi un travail de prévision un peu, de combien je pousse l'outil, combien c'est du dev perdu ou pas, de le rendre résistant à ça. Mais c'est la partie que j'aime. Toute cette partie de répondre aux mails de Nicolas, c'est un peu la partie qui m'excite le plus en 3D. Et nous, une partie qui nous permet de répondre aux mails, c'est l'aide aux techniques d'animation C'est et l'aide aux moyens techniques du CNC. Donc, ça, c'est le cercle vertueux du encore mail. merci. Est-ce qu'il y a encore une question ou intervention sur ce sujet? Eh bien, Je voulais savoir combien de techniciens en France qui travaillent sur Blender dans les studios, sur le cinéma d'animation, hein, une estimation. 76. Non, mais c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers. Et est-ce que Blender est enseigné dans les écoles? Et lesquelles? Oui, parce qu'il y a 2 étudiants qui sont là justement parce qu'ils s'en servent. Donc en 2009, il y avait 5 personnes. C'est ça. Maintenant, nous sommes 7. Non, en vrai, il y a eu une explosion de croissance de Blender depuis la version 2.8 parce que l'interface de Blender s'était clairement développée par mon cher ami fondateur de Blender qui est ingénieur hollandais qui n'avait aucune notion de la bienséance. Donc l'interface était horrible. Et après la version 2.8, l'interface est devenue beaucoup plus digeste pour plein de gens. Et il y a eu des succès. Il y a eu le premier film Netflix fait entièrement sous Blender qui s'appelle Next Gen. Il y avait un grand studio d'animation canadien, Tangente Animation, Tangente Animation, qui était sur Full Blender, qui développait. Et ça a un peu enchaîné les succès. Et ça a explosé en popularité depuis les 3-4 ans, même avec le Covid, avec plein de gens qui avaient potentiellement toujours envie de se former sur la 3D. Déjà, il est gratuit, il est incroyablement léger, il est téléchargeable sur n'importe quelle plateforme et le coût de tester, c'est rien. Alors que pour tous les autres softs, c'est cher, c'est lourd, c'est subscription-based et ça peut être démotivant. Et pour les écoles, avant, combien de Blenderiens en France? Je ne sais pas si je pourrais donner un chiffre, 100, centaines, plus même. Plus parce que je pense que rien que les gens passaient par chez nous, on doit arriver à pas loin de 100, après à différents postes. Mais, ouais. Mais ça commence à vraiment, le marché commence à devenir, à avoir entre 2 et 300 peut-être. Ouais. Et ça augmente très rapidement. Après, les écoles, je trouve qu'ils ont un peu du mal à suivre le pas. Nous, en fait, il y avait la plupart des techniciens, des développeurs, ils viennent de ATI Paris 8, qui n'est pas une école artistique, ça forme plutôt des techniciens, donc ils sont plutôt des gens pipeline, rig, etc. Donc en général, c'est pas les animateurs, c'est pas les modeleurs. Et il n'y avait que ça à l'époque. Nous, dès qu'on a su qu'on allait faire 52 fois 7 minutes de non-non
En 2016-2017, on n'a pas arrêté d'alerter les écoles en disant est-ce que vous pouvez au moins un des films de fin d'études, vous les mettez sur Blender. Dans un an, on embauche 50 personnes. Personne n'est passé à Blender. Et c'est à chaque fois soit des autodidactes, soit souvent nous qui devions former les artistes sur des budgets de production. On n'avait pas de budget de formation. C'était au détriment de, en général, ce qui restait en salaire producteur ou frais généraux. C'était pas financé. Mais là, il y a quand même quelques écoles, je crois, qui commencent à faire du Blender. Il y a les Gobelins qui font une formation, mais en dehors, annexe. On peut peut-être faire un petit sondage pour en voir fait, dans la souvent, ce salle. qu'on entendait, c'est que les écoles disaient mais les studios n'embauchent pas sur Blender. Et en fait, les studios n'embauchent pas sur Blender parce qu'il n'y a pas d'artistes Blender. Et donc, ils ne passent pas à Blender. Donc, les studios disaient on ne passe pas à Blender, il n'y a pas assez d'artistes. Et c'était le fait la poule, mais à la fin... On peut peut-être faire un petit sondage dans la salle. Ça c'est anonyme, hein, mais levez la main les personnes qui sont en études actuellement. C'est filmé quand même. Hein. Les étudiants, levez la main, quel que soit, voilà. Merci, vous pouvez la baisser. Et maintenant, est-ce que vous pouvez la main les étudiants qui utilisent Blender? Ah, quand même. Je vous adore tous un par un. Et les étudiants et les autres, j'ai pris vos noms. Non, mais qui ont un enseignement Blender à l'école. C'est à peu près les mêmes. Non, c'est beaucoup moins. Il y a des autodidactes. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Par exemple, je vois plein d'étudiants qui sortent, surtout des écoles privées, qui sont formés sur Maya, Unreal, Houdini, et qui, je ne dis pas qu'il ne faut pas former sur les autres softs, mais qui sont formés exclusivement sur ces softs ultra propriétaires, ultra lourds à faire tourner, ultra chers. Et puis il arrive un moment où, si jamais, ça n'arrivera jamais, mais si l'industrie a un peu du mal et ils sont peut-être au chômage et ils doivent retravailler leur bande démo, ils ne peuvent même pas se payer les outils sur lesquels ils sont formés. Et pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est inenvisageable pour que les écoles ne donnent pas les outils à leurs étudiants de pouvoir se former et pratiquer leur art sans payer des subscriptions à des boîtes aux États-Unis qui peuvent augmenter ou doubler de prix à cause d'un rachat, à cause de tarifs et je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est incompréhensible à ce stade-là. C'est pas open source, c'est gratuit. C'est pas open source, c'est source. Ouais, c'est différent. Oui, mais c'est pas open source. Tu contribues pas au développement d'Unreal. Absolument. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Eh ben, on va passer au dernier temps. Merci beaucoup, Mario Awatt. Merci.